comme on a 1 heure, je pense Ouais. que je vais utiliser mes humanités pour dire vae victis, et ceux qui arriveront trop tard, eh ben, ils vont manquer le début du Café Nil, pour une fois. Je suis là, hein. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Je prenais mon dossier. Voilà. Yannick, merci Oui, encore. Ce PLFSS est important dans une période un peu, le moins qu'on puisse dire, qui est un peu troublée, oui. sur lequel on cherche tous ces marques. Je crois qu'il y a quelque chose qui, cependant se dégage. On en faisait le constat avec un certain nombre de décideurs du monde de la santé. Il y a quand même une volonté à l'heure actuelle, devant la crise, de se dire il faut qu'on change les choses, il faut qu'on les bouge. Et est-ce que ce PLFSS le permettra de le faire? Je n'en sais rien, mais en tout cas, au niveau des acteurs, il y a quelque chose de positif qui se dégage qui n'existait pas il y a encore énormément de temps. Donc voilà, je vous laisse la parole et vous avez le temps que vous voulez. Et si vous nous laissez un petit peu de temps pour les questions ensuite, ce serait parfait. Vous savez, je parle à tous nos invités, on est plus de 155 là. Bravo, ça nous fait vraiment plaisir. Vous savez que vous avez la possibilité, si vous le voulez, de poser des questions après l'intervention d'Yannick Noder et je les prendrai dans l'ordre de lever les doigts. Donc, le temps étant compté, n'hésitez pas à poser les questions, à lever la main rapidement. Yannick, c'est à vous. D'accord. Bah, écoutez, merci Olivier. Bonjour à tous. Je suis très content de passer ce petit moment avec vous pour vous parler du PLFSS. Alors, c'est compliqué hein, par visio et voilà. Donc, je vais essayer de sortir du texte parce que je pense que vous n'avez absolument pas envie ce matin d'une lecture légistique d'un texte de loi. Essayer de voir comment, à travers ce texte, quelles sont ses forces, ses faiblesses et tout ça. Déjà, je pense qu'il faut qu'on conceptualise le travail qui est devant nous, les conditions, c'est-à-dire que, bon, on est dans des mauvaises conditions de travail, hein, très clairement. Pourquoi? Ça a été dit, j'ai souri, mais ça a été dit. On a une instabilité politique, alors naturellement que vous connaissez tous, une instabilité politique institutionnelle avec l'absence de majorité, mais effectivement, nous avons un turnover de ministres, hein, ça dépend comment on compte, 7, 8. Au-delà de la problématique que ça peut entraîner des personnes, ça donne surtout l'absence de vision politique du sujet et que quand la vision politique du sujet, quand le politique s'efface, eh bien, ça laisse le place à l'administration. Alors, je ne vais pas faire c'est pas du tout un combat contre l'administration, mais d'une façon générale, la vacance politique eh bien, induit une reprise de terrain, une reprise d'enjeux de pouvoir, si on peut aller jusque-là, de nos administrations centrales qui, globalement, pour faire de la santé, n'ont pas besoin de ministres, n'ont pas besoin de politique et n'ont pas besoin de médecins. Hein. Voilà. Donc, globalement, attention quand même, parce que ce turnover, cette instabilité politique n'est pas très favorable, on va dire, aux bonnes pratiques et à ce qui nous motive à nous engager dans nos professions, dans nos ordres, dans nos syndicats, dans notre quotidien de médecin. C'est pas tout à fait ce qui les anime. Après, le deuxième sujet, c'est que effectivement, bon, le président de la République a mis 51 jours pour trouver un Premier ministre. Et du coup, maintenant, nous sommes dans un délai extrêmement court. Vous savez qu'un projet de loi de finances, c'est normé dans le temps. Je vous rappelle un tout petit peu nos institutions. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale doit arriver dans la Constitution le premier mardi du mois d'octobre sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il se trouve que le 1er octobre était un mardi. Il se trouve aussi que le gouvernement n'avait pas eu le temps de le préparer suffisamment. Donc, en général, ça passe en Conseil des ministres la dernière semaine de septembre et ça arrive début octobre. Là, le texte est arrivé, vous le savez, le Conseil des ministres a eu lieu jeudi dernier. Donc, il a dû arriver, on va dire, vendredi. Et ce qui va enclencher le délai, c'est aussi le dépôt des annexes du texte qui va nous enclencher un marathon de 50 jours.
il faut que dans 50 jours, le texte soit voté. C'est 70 jours pour le projet de loi de finances, le PLF, c'est 70 jours. Pour le PLFSS, c'est 50 jours. Et dans ces 50 jours, nous avons en gros une vingtaine de jours à l'Assemblée nationale pour, en gros, étudier le texte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis vendredi matin, tous les députés, toutes les administrations, tout le monde est plongé dans le texte. Nous, on continue les auditions au niveau de la commission, donc on auditionne l'ensemble des acteurs du secteur. Tout le monde est plongé dans le texte, puisqu'on va avoir une dépose d'amendements qui, je crois, se termine ce jeudi à minuit. Donc, les gens ont jusqu'à jeudi minuit pour déposer les amendements et nous commencerons l'examen du texte en commission des affaires sociales lundi soir. Et nous aurons donc lundi, le lundi soir, la nuit de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et normalement, vendredi à minuit, il faut avoir voté ou pas voté le texte qui ensuite partira donc en hémicycle et donc il arrivera dans l'hémicycle cette fois voté par l'ensemble des députés à partir du lundi et après il devra partir au Sénat. Donc on est dans un timing très court. Dans ce PLFSS, alors déjà première chose, est-ce qu'il va être voté, hein? C'est la première question. Je ne suis pas sûr au moment où je vous parle que ce texte est capable de recueillir une majorité au niveau de l'hémicycle, hein. Vous savez qu'il y a globalement, on va faire 3 blocs, hein. Donc je ne sais pas si les 3 blocs arrivent à peu près au moins 2 blocs à se mettre d'accord sur ce texte-là. Donc vous l'avez compris, soit le texte n'est pas voté dans les délais impartis, il part quand même au Sénat, soit il peut être voté par un 49.3. Donc on repartira dans cette situation de 49.3 qui, pour un texte budgétaire, peut avoir des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire qu'ensuite c'est le gouvernement qui est maître du texte et puis qui peut garder les amendements qu'il souhaite ou pas. Voilà, donc voilà. Je m'excuse de cette petite cuisine légistique, mais c'est toujours important de savoir. Si jamais le Parlement n'était pas capable de voter le texte, eh bien ensuite, il y aurait des conséquences. Je peux vous dire 2 mots des conséquences, mais surtout, ça viendrait à ce que globalement, les choses se feraient par décret, hein. C'est-à-dire que c'est un mode par décret, ce qui ne serait jamais arrivé depuis la Ve République, le fait que eh bien, les choses soient gérées par décret, ce qui donne plein pouvoir, pour le coup, au président de la République. Alors, ce texte, il doit faire la navette, donc en première lecture à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, ensuite il part au Sénat. Et avant de revenir en deuxième lecture chez nous, il y a une commission mixte paritaire composée de moitié de députés, moitié de sénateurs pour éventuellement voter le texte. Je doute aussi que là, la commission mixte paritaire soit dite conclusive. Alors, si jamais nous n'avions pas de PLFSS, qu'est-ce qui se passe? Alors, globalement, pour les professionnels de santé, il ne se passe rien, hein, je vous rassure, vous pouvez tous continuer à aller travailler, il ne se passe rien. Pour nos assurés sociaux, nos patients, il se passe entre guillemets rien pendant, on va dire, 2-3 mois, puisqu'ils continuent d'être remboursés de leurs frais. Voilà. Donc, pour l'instant, tout ça est blanc. Ça commence à être moins blanc du tout pour l'URSSAF, pour en fait les organismes qui sont autour, la CADES par exemple, mais surtout l'URSSAF, qui, eux, ont besoin d'un PLFSS voté pour pouvoir justement ensuite aller sur les marchés financiers pour pouvoir équilibrer leurs finances. Et vous savez que nous sommes dans un contexte, alors je vais dire, un contexte financier extrêmement dégradé, 3 200 milliards de dettes, et on nous dit que il y a globalement, pour faire fonctionner la machine, besoin que l'URSSAF fasse un prêt là de 300 milliards d'euros. On est dans des chiffres qui donnent le vertige. On est sur des chiffres qui sont naturellement soumis au marché financier, puisque les prêteurs sont naturellement pas forcément des banques françaises. On est soumis naturellement à une versatilité des taux qui, vous voyez bien, peut mettre notre économie
en danger, puisque si, par exemple, il y a une perte de confiance de la France vis-à-vis de l'Europe, puisque vous savez que la France n'est pas du tout dans son déficit de 3% du PIB, bien au contraire. Hein. Là, il est annoncé plus de 6% s'il n'y a aucune mesure qui sont mises dans ce PLFSS. Eh bien, nous ne sommes pas du tout dans la trajectoire financière, ce qui crée une instabilité et qui peut nous amener à avoir des difficultés de trésorerie, d'avoir peu de monde qui se précipite pour prêter et surtout des taux qui ne peuvent ne pas être avantageux. Ensuite, ce système-là, le système de santé, vous le savez, est déficitaire. Donc, je parle des comptes de la sécurité sociale. Je peux vous donner les chiffres un peu plus consolidés si vous le souhaitez. On atterrit globalement à moins 18 milliards sur le PLFSS 2024, avec globalement un déficit qui va atterrir très précisément, pardon, je prends mes petites notes parce que je n'apprends pas par cœur, avec une branche maladie qui va être déficitaire consolidée probablement au 31 décembre autour de 14,6 milliards. Et on voit surtout une branche vieillesse qui est à moins 6,3 milliards. Donc, on voit aussi que globalement, sur ce qu'on appelle la dette sociale, eh bien, il faudra naturellement branche maladie, branche vieillesse, qui sont les deux branches déficitaires. Je vous cite quand même les trois autres branches, hein, la branche accident du travail, maladie professionnelle, la branche famille et la branche autonomie, qui sont discrètement positives, hein, mais à 0,9, 0,4. On est bien loin des milliards de déficit sur les deux branches qui nous conduisent globalement à un point d'atterrissage à moins 18 milliards, alors que dans le projet de loi de finances initiale de 2024, on n'était pas du tout à moins 18 milliards. Hein. On devait être, je crois, on devait atterrir à moins 13. Donc, les choses se sont bien dégradées. Maintenant, si on veut regarder pourquoi les choses se sont dégradées, je crois quand même qu'un des premiers messages que je passerai ce matin, hormis d'avoir expliqué toute cette mécanique, je pense quand même qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant, la communauté médicale, paramédicale, d'arrêter qu'on nous mette tout sur le dos, sur la santé, parce que je crois que, attention, sur la dette sociale, les déficits de la sécurité sociale, si on se projette en 2027, en 2030, on voit que la branche vieillesse, la partie retraite, prend une part de plus en plus importante. Donc, il faut qu'on fasse attention. On arrive globalement, dans les 10 ans qui viennent, sur une phase socle avec un déficit relativement, alors c'est un déficit, attention, hein, mais relativement contenu entre 10-15 milliards de la branche santé, avec effectivement un déséquilibre entre les dépenses et les recettes, des recettes qui sont essentiellement des contributions salariales et patronales, mais aussi avec des déficits structurels. Je prendrai l'exemple de l'hôpital où, par exemple, dans le cadre des revalorisations du Ségur, vous savez qu'il y avait eu plus de 12 milliards, même un peu plus, qui ont été mis de leur revalorisation, des mesures d'attractivité pendant le Ségur, qui globalement n'ont jamais été compensées et qui, naturellement, étant donné que c'est de la revalorisation salariale, eh bien, chaque année se reconduisent et chaque année, eh bien, il faut quand même fournir du financement puisque c'est de la charge de fonctionnement, c'est de la charge de personnel. Voilà. Donc voilà globalement la situation. La situation macroscopique, c'est que le gouvernement a annoncé, donc pour pouvoir reprendre une trajectoire de PIB qui serait contenue autour de 5,4, de ne pas franchir la barre des 6,5, de reprendre en gros une trajectoire de 60 milliards entre guillemets d'économies qui sont globalement 40 milliards de dépenses en moins et 20 milliards d'imposition en plus si on rentre là-dedans. Concernant notre PLFSS, on se retrouve globalement
avec une mesure qui va peser à peu près autour de 15 milliards, donc ce qui est quand même important sur on va dire sur les comptes sociaux, et vraiment 5 milliards en moins à PLFSS, on va dire de même périmètre. Alors, qu'est-ce que ça dit actuellement? Moi, quel est mon état d'esprit, si vous voulez, ensuite, avant qu'on rentre un petit peu dans le détail? Premièrement, c'est un exercice qui n'est pas satisfaisant, puisque je vous l'ai dit, nous avons eu le texte depuis en gros 4-5 jours. En 4-5 jours, vous êtes incapable, et c'est le système qui veut ça, mais ce n'est pas satisfaisant, de faire des réformes structurelles pour, en gros, répondre à un déficit qui est structurel. On a un problème structurel, on a un défaut d'organisation, on a un défaut de reconnaissance de l'efficience en santé, on dépense de l'argent, mais pas forcément à bon escient. Il y a des réformes structurelles, il y a de la financiarisation dans notre système, il y a du manque d'attractivité. Donc tous ces sujets-là, vous les connaissez parfaitement. Et pour y répondre, il faudrait une réforme structurelle, des réformes structurelles et surtout une vision pluriannuelle. Parce que je vais prendre un exemple. Bon, moi, je suis cardiologue, vous le savez. Si, par exemple, demain, on veut diminuer les ALD, qui est un vrai sujet, hein, puisque c'est plus de 20 millions de Français qui sont porteurs d'une maladie chronique. Si on regarde un petit peu plus finement, il y a du cardiovasculaire, il y a de la cancérologie et il y a de la santé mentale, globalement, dans les maladies chroniques. Eh bien, globalement, tous ces patients, alors on peut éliminer tout de suite la problématique des fraudeurs, hein, on est d'accord, il y a des gens qui sont en ALD qui n'auraient peut-être pas raison d'y être, soit parce que le médecin les a mis à tort, soit parce que même ils ont un petit peu trop simulé. Bon, on a toutes ces problématiques-là, mais d'une façon générale, un vrai patient en ALD, j'exclus la cancérologie où quand vous êtes en rémission complète depuis un certain nombre d'années, vous pouvez éventuellement sortir de votre ALD. Je vais prendre l'exemple de l'insuffisance cardiaque, par exemple, à moins d'être greffé, globalement, vous allez rester insuffisant cardiaque toute votre vie, vous allez être équilibré, mais il y a peu de chances que vous sortiez de votre ALD, sauf par le décès. Donc, si on veut limiter, par exemple, les ALD, je pense qu'il faut surtout limiter l'entrée dans les ALD. Donc, ça veut dire des politiques de prévention importantes, par exemple, la maîtrise des facteurs de risque cardiovasculaire, par exemple, au hasard, le tabac, le diabète, la dyslipidémie, l'hypertension artérielle. Ça, vous pouvez rapidement gagner de l'argent parce que ça dépend comment on regarde les choses. Déjà, si vous faites des campagnes de dépistage relativement agressives, on dit par exemple que tout homme ou toute femme dans ce pays à 40 ans a un check-up cardiovasculaire qui évitera les infarctus, qui évitera les AVC et autres, eh bien, vous comprenez bien que si on évite ces maladies, déjà, le patient va mieux, et il n'est pas malade. Ensuite, il n'est donc pas en arrêt maladie, il ne donc perçoit pas d'indemnité journalière et il va participer à la productivité du pays puisqu'il va apporter chaque jour de journée travaillée sa contribution au PIB. Si on regarde combien coûte une prévention donc primaire, si on regarde combien coûte un séjour hospitalier, par exemple, aller 3 mois, un infarctus entre l'hospitalisation, un peu de rééducation, la reprise du travail, c'est au minimum 90 jours. Souvent, le conjoint est atteint parce que si c'est des gens jeunes, ils ont des enfants, donc le conjoint s'arrête. Donc, c'est double IJ pour le système social et c'est double absence de productivité si c'est deux biactifs. Donc, vous comprenez bien que si on fait ces mesures de prévention qui, à terme, vont éviter des maladies, vont être bons pour notre système social, puisque la meilleure solution pour le système social, c'est qu'on ait un maximum de gens qui travaillent en bonne santé et qui cotisent, eh bien, à terme, vous êtes moins malade et vous gagnez de l'argent. J'ai fait des études, on a des études médico-économiques et ça se chiffre en milliards. Le problème, c'est que le texte dans lequel nous sommes est un texte budgétaire qui demande en fait des mesures très court-termistes, puisque en fait, on veut des mesures qui vont provoquer de l'économie dès le 1er janvier. Et ben moi, toute ma politique de prévention, ma jolie petite histoire sur mes facteurs de risque cardiovasculaire, je m'assois gentiment dessus parce qu'au 1er janvier, je vais produire zéro économie. Il faut semer pour récolter. Donc, c'est pour ça que là, on est vraiment dans des politiques très court-termistes, des politiques budgétaires
qui ne favorise qu'une seule chose, c'est la politique du rabot. Et quand on fait du rabot, ben, en fait, vous mettez un petit peu plus en tension le système, tout ça ne va pas s'améliorer, tout le monde va être un tout petit peu plus tendu, et en fait, c'est comme un élastique qu'on tire un tout petit peu plus à chaque fois, jusqu'à un jour où l'élastique cassera parce qu'il y a trop de tension. Donc, il n'y a aucune pluriannualité dans ce texte budgétaire, et ça, c'est un premier problème. Alors ensuite, on peut regarder peut-être l'ONDAM, je ne sais pas si c'est quelque chose, hein, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Il y a 5 grandes orientations. Donc, la ville, les établissements de santé, les établissements pour personnes âgées, pour les personnes handicapées, et puis les fonds d'intervention régionaux que vous connaissez bien, les fameux FIR. Voilà. Donc, globalement, que ça soit l'ONDAM ville ou l'ONDAM établissement de santé, bah, globalement, vous avez vu le chiffre, hein, on est à 2,8. Donc, sur un niveau de croissance qui est estimé à 1,1, voilà, 1,1, une inflation qui est prévue à 1,8, pardon, ce qui fait que globalement, si on rapporte à l'inflation, c'est une évolution de l'Ondam qui n'est pas catastrophique, qui n'est pas majeure non plus. Sur la partie hospitalière, j'attire, s'il y a des hospitaliers, voilà, ville ou hôpital, hein, j'entends, peu importe le statut public ou privé. Attention quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure en avant-propos, nous avons de gros déficits sur la CNRACL, et dans l'ONDAM hospitalier, c'est dans le détail que se niche le diable. Dans l'ONDAM hospitalier, il est calé, donc hospitalier, hôpital public, mais également hôpital privé, également centre de lutte contre le cancer. Il est calé une majoration du point de cotisation des retraites de la CNRACL, puisque c'est le régime des hospitaliers, c'est le régime aussi des agents des collectivités locales, qui est fortement déficitaire, et j'attire votre attention sur ce régime de retraite, puisque globalement, à l'aune de 2027, il va engendrer à peu près autour de 11 milliards de déficit annuel, ce qui fait qu'on va avoir un cumulé exponentiel très vite, puisqu'on arrive déjà à un cumul de 28 milliards en 2030, si rien n'est fait, et ça continue d'augmenter. C'est dû à plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un régime qui avait lui-même compensé d'autres régimes, donc des interprestations, si vous voulez, entre les différents régimes. C'est un régime qui, globalement, il y a moins d'agents, et quand il y a des agents, ils sont souvent non titulaires, donc ce qui n'enclenche pas de cotisation. Donc, attention sur ce régime de retraite, puisque ça ponctionne sur l'Ondam hospitalier 1,1 milliard, et ce qui va clairement mettre en tension le système hospitalier public, privé et les centres de soins contre le cancer. Sur la première structure, l'hôpital, vous me direz, peut toujours être à déficit. Je rappelle quand même que nous avons sur la fonction hospitalière déjà 2 milliards de déficit. Ce 2 milliards pour les médecins, pour les paramédicaux, pour les patients, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne globalement que le taux de marge de ces établissements est pas bon, et que globalement, ce taux de marge qui n'est pas bon induit à terme un défaut d'investissement, puisque vous ne trouvez personne quand vous avez un mauvais taux de marge qui vous prête de l'argent. Donc, ça prive les structures de pouvoir faire des travaux, et surtout innover dans des nouvelles technologies ou autres, quand vous ne pouvez pas les financer. Donc, c'est très mauvais à terme, naturellement, pour l'innovation et pour l'investissement en santé. Sans innovation, on ne pourra pas non plus avoir des marges d'efficience importantes. Voilà, donc ça, c'est le premier sujet. Après, sur les soins de ville, c'est un Ondam qui englobe les dernières revalorisations, la convention, les mesures conventionnelles qui ont été faites avec la CNAM et avec les discussions avec Fatome. Voilà. Après, il y a des coups de rabot, donc je vous le disais, les différents coups de rabot que vous connaissez sont par exemple sur celui de la biologie.
hein, qui est un sujet en ce moment qui anime des discussions tendues entre la CNAM et les biologistes. Alors, bon, on peut évoquer le sujet, vous pouvez me demander ce que j'en pense. Je dis juste qu'il faut faire attention que l'effet prix, l'effet volume a une certaine logique, mais moi, je préférerais qu'on prenne la logique territoriale. C'est-à-dire que je pense qu'on ne permettra à notre hôpital, à nos structures d'hospitalisation, de s'en sortir que si nous avons une médecine de ville forte, c'est-à-dire centrée autour de petites unités primaires entre des médecins, de la radiologie, de la biologie, qui peuvent effectivement se coordonner. Il n'y a pas besoin de structures très lourdes pour se coordonner. Donc, je demanderai d'ailleurs, dans le cadre de mes missions de rapporteur général, une mission de contrôle et d'évaluation du coût, notamment des CPTS, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui sont mis dans ces structures de coordination. Il est temps, à mon avis, de les évaluer, parce que là, de mes différents retours sur le terrain et autres, il y a des structures qui fonctionnent, ça a permis aux gens de collaborer, et puis il y a des structures qui ne fonctionnent pas forcément, et puis il y a des structures aussi où c'est surtout un appel à des forfaits de coordination pour les professionnels qui sont dedans, mais il y a peu de choses qui ruissellent finalement sur le terrain. Alors on avait bien compris la grosse pression des CPAM, hein, puisque globalement, quand on a des gens qui sont sans médecin traitant, notamment les patients en ALD, le fait d'être suivi dans une CPTS vous fait sortir de la case, hein. Vous n'êtes plus considéré comme sans médecin traitant si vous êtes adhérent à une CPTS. Donc attention aussi à ce jeu en trompe-l'œil sur l'intérêt ou pas de ces CPTS. En tout cas, ça pose question. Ensuite, sur les négociations conventionnelles, donc elles sont intégrées dans l'ONDAM, je crois qu'il y a un sujet qui va se poser à nous, c'est un transfert de l'assurance maladie obligatoire vers l'assurance maladie complémentaire. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi le sujet. Donc, il est proposé, alors je crois que c'est un 5, hein, le transfert, c'est 1,5 milliard. Bastien, confirmez-moi. Je crois que c'est 1,5 milliard qui est transféré en gros aux mutuelles, c'est-à-dire que vous avez un ticket modérateur, possiblement sur les consultations médicales et les consultations de sage-femme, un ticket modérateur qui devrait être autour, qui va passer à 40%, en tout cas il est proposé. Alors, ce n'est pas écrit dans le texte, hein, c'est-à-dire qu'il y a le transfert qui est noté, donc nous avons des articles en lettres et des articles en chiffres. Et là, effectivement, il y a un article qui permet d'ouvrir la voie de ce transfert d'assurance maladie obligatoire vers de l'assurance maladie complémentaire, avec une majoration du ticket modérateur, mais les choses ne sont pas figées à ce stade. Nous allons avoir des discussions pour savoir sur qui porte cette chose-là. Attention quand même, moi, mon œil médical de médecin me fait dire attention, ce transfert de charge n'est jamais anodin pour personne. Il y a déjà eu 500 millions d'euros de transferts sur les soins dentaires. Je rappelle que quand même, le ticket modérateur sur les soins dentaires a été majoré. C'était 500 millions d'euros qui ont été transférés sur le système mutuel assurantiel complémentaire, que un grand nombre de patients, fort heureusement, ont des mutuelles, mais ces mutuelles ont majoré leurs tarifs. Hein, on dit qu'elles ont majoré leurs tarifs entre 10 et 13%. Donc, à l'heure où on se préoccupe du pouvoir d'achat de nos concitoyens, c'est quand même 13% de majoration de mutuelles. Si on regarde le poids de ces mutuelles dans l'âge, on se rend compte aussi, c'est le dernier rapport du Sénat, qui montre quand même que les personnes âgées, eh bien, dans ce système assurantiel, eh bien, l'état de santé est pris en compte, et que plus vous êtes âgé, plus vous avez de la comorbidité, eh bien, plus votre mutuelle va vous coûter cher. Et on arrive à des niveaux de mutuelle qui ne sont pas anodins, entre 120 et 140 euros pour des gens plus âgés, notamment les plus de 80 ans. Quand ces personnes-là, un couple de retraités qui n'auraient pas une grosse retraite, qui se retrouvent à avoir un petit peu moins de 300 euros par mois de mutuelle, ça commence à faire des choses importantes. Sur les soins dentaires, on rappelle quand même qu'on avait jusqu'à près de 40, plus de 40%
de gens qui déclarent ne pas recourir aux soins pour le reste à charge important sur la dentisterie. Et je rappelle aussi que nous avons quand même 4% de la population française qui n'a pas de mutuelle. Donc attention, ces transferts, là aussi, sont des mesures de rabot assez immédiates, budgétaires, pour trouver entre guillemets 1,1 à 1,2 milliard, mais qui structurellement font tendre le système des mutuelles. On nous dit aussi que 40% des mutuelles seraient déficitaires. Donc attention, on est dans des systèmes quand même compliqués, puisqu'on nous dit que 85% des EHPAD sont déficitaires, publics, 40% des structures privées sont déficitaires, 50 à 60% des hôpitaux publics sont déficitaires, les mutuelles sont déficitaires. Il faut quand même qu'on fasse attention parce qu'on est sur un système qui quand même est très mité de l'intérieur et qui nécessiterait justement ces visions pluriannuelles et cette refonte du système. Donc attention sur le transfert qui me paraît important. Après, il y a d'autres sujets pour s'éloigner un petit peu du champ santé, mais tout ça est dans le même budget. On a quand même PLFSS à haut risque, sans polémiquer, hein, mais certains partis politiques vont profiter du PLFSS pour déposer des amendements pour abroger la réforme des retraites. On sait que le réalisé 2024 serait encore plus dégradé s'il n'y avait pas eu les mesures sur la retraite. Et on sait aussi que s'il n'y a pas d'autres réformes de retraite qui, globalement, amènent le pays à travailler plus, à travailler mieux et à avoir une meilleure santé au travail, eh bien, on ne pourra pas aller vers une amélioration des comptes sociaux. Donc, il peut y avoir des amendements de suppression durant le PLFSS. Et nous aurons le 31 octobre prochain la niche du Rassemblement national qui dépose un texte d'abrogation de la réforme des retraites. Et un mois plus tard, nous avons la niche de la France insoumise. La niche, c'est quoi une niche parlementaire, C'est une journée où le groupe politique, en l'occurrence, je viens de citer le Rassemblement national, ou la France insoumise, sont maîtres de l'ordre du jour et ils peuvent inscrire les textes qu'ils souhaitent. Ce texte peut être voté dans l'hémicycle. Les débats commencent à 9h et à minuit, le débat s'arrêtera, texte voté ou pas. Donc, attention, il y a ces sujets-là sur l'abrogation de la réforme des retraites qui sont potentiellement des recettes en moins et un déséquilibre plus important puisque le nouveau rapport du corps est sorti et montre bien que par rapport à d'autres pays européens, eh bien, nous ne faisons pas face raisonnablement aux retraites. Je ne veux pas ouvrir les polémiques, mais lisons quand même les chiffres. Donc, il y a la problématique des retraites, il y a la problématique du transfert vers les mutuelles, qui sont des sujets très impactants. Est-ce que peut-être vous donner, peut-être à ce point-là, ça fait plus de 30 minutes que je parle, peut-être vous donner un peu la parole pour mieux répondre peut-être à vos questions. On trouvera quand même pour les agriculteurs une réforme importante dans ce texte, puisque dans ce texte, on va asseoir un projet de loi qui a été voté, qui était de revoir le mode de calcul de la retraite des agriculteurs qui se fera sur les 25 meilleures années de vie de professionnels, donc qui est un grand changement qui devrait se mettre en route normalement dès le 1er janvier 2026, mais financé au 1er janvier 2028 avec un effet rétroactif, ce qui devrait globalement monter la retraite des agriculteurs au minimum d'un minimum de 85% du SMIC, qui faisait partie des revendications du monde agricole, qui est plutôt un milieu à petite retraite, et qui devrait aussi permettre le recollement, puisqu'on va prendre leur passé agricole, mais on prend aussi leur passé non agricole. Donc, on a ce sujet-là qui sera également dans le texte.
Olivier, si tu as des sujets que tu vois peut-être évoqués, voilà, je peux commencer à vous redonner un petit peu la parole pour que je sente quels sont les sujets que je n'aurais pas évoqués qui vous intéressent. Yannick, vraiment merci pour cette présentation qui est très didactique et qui permet de comprendre beaucoup de choses par rapport non seulement au texte, mais à l'écosystème du texte. Et je pense Oui. que ça fait partie des choses les plus précieuses que tu puisses nous livrer, parce que il n'est pas toujours facile de voir comment les horlogeries internes d'un certain nombre de partis ou d'un certain nombre de courants peuvent jouer justement sur un texte comme ça pour soit le rendre encore plus délétère, soit faire passer des débuts de réforme qui n'auraient pas non seulement pas beaucoup d'intérêt, mais qui risqueraient même de gréver les comptes pour encore plus longtemps. Alors, on va passer C'est-à-dire les que questions. je prends beaucoup de temps à expliquer parce que je connais bien le monde médical, j'exerce encore une journée par semaine et je vois bien quand je discute au café, alors il n'est pas virtuel cette fois-ci quand je suis à l'hôpital, avec mes collègues qui disent mais pourquoi vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, tac, tac, tac. Attention, c'est-à-dire qu'on est dans des textes budgétaires et on n'est pas du tout dans des lois de santé pluriannuelles avec une pluriannualité et un sujet du quotidien que vous aimeriez voir traité souvent est du régime réglementaire, Eh absolument oui, pas législatif. Donc, en fait, il n'y a pas besoin que les députés, parfois, votent une loi pour que le problème que vous soumettez, en fait, ça devrait être fait dans le cadre des bonnes relations entre le ministère, les professionnels de santé ou la caisse d'assurance maladie. Tout n'est pas législatif et vous comprenez bien que nous, notre poids politique, c'est au Parlement, mais que si vous n'avez pas de poids politique, notamment le poids des ministres, eh bien l'administration, eh bien en fait prend la main et c'est là que je pense que ça fonctionne mal puisque ils ne répondent pas toujours à vos demandes, aussi justifiées soient-elles. c'est un diagnostic que je partage. Alors, on va Voilà. passer tout de suite la parole à Patrick Ozanda. Patrick, vous vous présentez, vous mettez votre caméra et vous posez votre question. Essayons de faire des questions courtes pour qu'on puisse avoir des réponses, enfin le maximum de questions qui puissent être posées. Bonjour, je suis donc administrateur au sein de la Fédération de la Mutualité française, pardon, et je suis aussi vice-président d'un groupe de services de soins et d'accompagnement mutualistes sur le territoire. Moi, la question que je voulais vous poser, parce qu'on a beaucoup parlé de dépenses, est-ce qu'il n'y a pas, conformément à ce qui ressort du rapport du premier président de la Cour des comptes, un problème de recettes au-delà du problème de dépenses pour notre système de protection sociale? Je fais allusion, par exemple, aux exonérations de cotisations qui n'ont pas porté leurs fruits sur les embauches et qui grèvent chaque année le budget de la sécurité sociale. Le deuxième sujet, c'était par rapport à l'ONDAM. On a depuis plusieurs années un ONDAM inférieur à l'inflation. Ça veut dire qu'on accentue la dégradation de notre système de santé et notamment de notre système hospitalier. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on ait, même si vous l'avez dit, l'approche elle est purement budgétaire, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on ait un ONDAM qui nous permette d'avoir un système de santé qui ne se dégrade plus? Et la troisième question, c'est sur le transfert de charges. Aujourd'hui, la mise en place de la prise en charge par les entreprises des mutuelles complémentaires isole de plus en plus les retraités, ce qui fait que la péréquation des cotisations mutualistes se fait entre retraités plus âgés et plus consommateurs, et que le renoncement aux soins de ces retraités va s'accentuer. Je pense que ce n'est pas un signe de bonne santé de notre système de santé. Eh ben, voilà une Merci. question qui n'est pas courte. Alors, redonnez-moi juste la première, l'ONDAM, les mutuelles, et la première. Ah oui, les cotisations, pardon. Cotisation. Alors, je réponds voilà, mais c'est bien, c'est mieux comme ça m'oriente pour que je
touche bien ce qui vous intéresse. Alors, c'est un problème, c'est un sujet, les exonérations. Alors, on peut les chiffrer, c'est différent. Bon, il y a les chiffres de la police, il y a les chiffres des syndicats. Globalement, il y a des chiffres qui ressortent qui sont des 75 milliards d'exonérations de charges. Alors, il y a une mesure dans le PLFSS qui revient globalement sur les cotisations salariales. Ces deux mesures, je vais vous les présenter. Globalement, il y a un retrait sur le remboursement des indemnités journalières, puisque globalement, sur une partie au-delà de 1,4, 1,6 SMIC, en fait, le complément des indemnités journalières est demandé à l'employeur. Donc là, il y a un transfert de charges vers les entreprises. Et sur l'autre sujet des exonérations, c'est un des sujets assez complexes. Je vais essayer de le simplifier. Si c'est un sujet qui vous passionne, je vous invite à lire le rapport Bozio-Wasmer, B-O-I-Z-I-O, plus loin Wasmer, qui regarde en fait de façon très didactique les niveaux de cotisation en fonction du pourcentage de SMIC que représente le salaire. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que, en fait, dans ces allégements de charges, vous avez créé des trappes à SMIC. C'est-à-dire que vous avez des exonérations qui sont assez fortes pour les employeurs autour du SMIC. Ce qui fait que globalement, c'est la fameuse désmicardisation qui a été fortement évoquée, c'est-à-dire que l'employeur, qui peut être une toute petite entreprise, eh bien, en fait, est très peu incité à finalement augmenter son salarié, parce que s'il augmente son salarié, il sort du 1,2, 1,3, 1,4 SMIC, tout ça est très variable en fonction des bornes, et que du coup, il n'a plus l'exonération. Ce qui fait que ça n'encourage pas du tout à faire évoluer les salaires pour le salarié, et surtout que si l'employeur, qui peut être une toute petite TPE de 4-5 salariés, moi ma circonscription est une circonscription rurale, je n'ai pas des grands groupes, j'ai vraiment ce type d'emploi chez moi, où les employeurs sont de bonne foi. Un boulanger qui voudrait payer sa vendeuse plus que le SMIC, eh bien, s'il sort de cette zone d'exonération de charges, pour 100 € d'augmentation de salaire net, ça peut arriver à coûter 500 € à l'employeur. Donc, il y a ce rapport et on va essayer, il va être proposé par le gouvernement de revoir effectivement le bandeau d'exonération famille, le bandeau d'exonération retraite pour que justement on arrive à un meilleur lissage. Mais globalement, il y aura moins d'exonération de charges, ce qui répond à votre question. Sur l'ONDAM, attention, effectivement, quand l'inflation était à 6%, l'augmentation d'inflation n'a jamais été compensée. Donc, on a eu des ONDAM, je les ai beaucoup critiqués en 2022 et 2023, qui étaient insincères politiquement et budgétairement, puisque quand vous aviez une inflation à 6% et que vous faites un ONDAM à 3%, globalement, vous êtes en dessous de l'inflation et c'est quelque chose qui n'a jamais été compensé. Donc, mettre un ONDAM le plus haut possible, moi, je suis tout à fait d'accord en tant que rapporteur général si on me met les recettes en face. Voilà, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a un problème d'ONDAM qui n'est pas à la hauteur de l'inflation passée, qui n'a pas été compensée. Je dis juste aussi qu'on a un ONDAM qui devrait aussi enclencher, mais il faudrait une pluriannualité, des réformes structurelles, parce qu'on sait tous que dans nos systèmes d'organisation professionnelle, il y a des choses qui ne favorisent pas l'efficience. Donc, je pense qu'il faudrait aussi avoir des forfaits qui favorisent l'efficience. Je ne vous passe pas sur le nombre d'actes inutiles, sur tous les actes, les interactions médicamenteuses, l'absence d'accès, par exemple, à un diagnostic, un séquençage génétique qui permettrait d'avoir un traitement personnalisé en cancérologie, tous ces sujets-là. Après, je prends votre dernière question sur le transfert des mutuelles. J'ai lu dans le chat, attention, je veux être très précis, j'ai quelqu'un qui m'explique les mutuelles. Attention, le transfert de charges, je n'ai pas spécifiquement dit
qu'il était aux mutuelles, j'ai dit qu'il était au système d'assurance maladie complémentaire. Donc, dans ce grand système, vous avez des mutuelles qui représentent, je crois, un petit peu moins de 50%, mais vous avez de la prévoyance, vous avez de l'assurance privée, des complémentaires. Donc, que les mutuelles aient le statut qui m'est évoqué dans le chat, pardon, vous avez beaucoup de chatté, donc je suis en retard. C'était un des premiers chats. En tout cas, je suis d'accord naturellement sur le statut des mutuelles. Pardon, je ne sais plus qui m'a mis ce message. Mais par contre, attention, il y a aussi du système privé. Il y a différentes choses dans l'assurance maladie complémentaire. Donc, je ne fais pas de procès aux mutuelles. Est-ce que ce qui a été écrit dans le chat est vrai? Et par contre, vous avez tout à fait raison sur le fait que le transfert de charge ne se fait plus en fonction du niveau de besoin, mais la comorbidité et l'âge rentrent en lien, puisqu'on sait que c'est les plus de 85 ans qui vont consommer une grande partie, entre guillemets, du volume de soins et du volume financier. Donc, je pense que si on continue comme ça va être de plus en plus difficile pour nos anciens de s'assurer. Alors, Thomas Filler, question suivante. Je n'arrive pas à répondre en même temps au chat. Je suis désolé. Non, mais c'était bien une question sur le statut justement de la mutualité par rapport aux autres. D'accord. C'est tout à fait ça. Elle était posée par Sabrina Joly d'ailleurs. D'accord. Thomas Filler donc ne veut pas poser de questions. Adrien As, Jordache. Si. Alors, je crois qu'il avait, juste perdu sa caméra, mais effectivement, il voulait poser sa question. Oui, j'enchaînerai. Je suis branché. Vous m'entendez? Allez-y. Oui, on vous entend très bien. Oui, allez-y. Oui, pardon. Donc, Thomas Filler, je travaille pour le laboratoire Sandoz, qui est un laboratoire de générique et de biosimilaires. Et j'ai une question très courte sur les médicaments génériques. Bon, évidemment, j'apprends rien à personne en disant que les médicaments génériques, ça va pas très fort. On a une rentabilité qui est proche de zéro, pour pas dire négative. Les pouvoirs publics, évidemment, en ont pris conscience et prennent des mesures depuis un certain temps, des mesures d'urgence. On a eu un moratoire sur les baisses de prix, on a eu une liste des médicaments critiques, etc. Et LFSS, il y a eu un plafonnement de la clause de sauvegarde sur toutes ces mesures sont des mesures temporaires. Ce plafonnement était prévu pour 2024. Il est néanmoins essentiel et on s'aperçoit qu'il n'apparaît pas dans le PLFSS 2025. Donc, compte tenu de son caractère essentiel, on se dit que c'est un oubli. Mais on s'inquiète quand même. Donc ma question est, est-ce que si le gouvernement n'amende pas son propre texte, est-ce que vous, de votre côté, rapporteur général, vous réintroduiriez le plafonnement de la clause de sauvegarde pour les médicaments génériques? Alors, je suis très embêté par votre question pour une bonne et simple raison, c'est que là, moi, je parle d'un PLFSS. Et là, vous êtes, en fait, c'est une question lobbyiste. Là, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à ce genre de questions. On est dans un travail parlementaire. J'ai tout à fait vu le sujet, puisque comment se passe le travail? C'est-à-dire qu'en amont des auditions, on reçoit sous forme de différentes auditions beaucoup de personnes. Les médicaments, ce qui est une première du générique, ont été clairement auditionnés. Donc, votre représentation, comment ça s'appelle Le GEM. Le GEM, voilà, le GEM a été auditionné. Vous avez tous voulu pas être auditionnés en même temps, ce qui m'a d'ailleurs interrogé, puisque le LEM, le GEM, le SNITEM, vous avez tous souhaité avoir des auditions séparées, alors que d'habitude, on fait des tables rondes pour justement contrebalancer les intérêts de l'autre. Et là, vous êtes dans votre rôle, je le comprends bien, de lobbying vis-à-vis du PLFSS, mais vous comprenez aussi que tant que je n'ai pas l'équilibre financier du texte, en tout cas, moi, je serai vigilant sur le fait que les différentes clauses de sauvegarde, qu'elles soient pour le générique, qu'elles soient pour le médicament, qu'elles soient sur le dispositif, naturellement, n'aient pas un effet contraire à ce qu'elles doivent faire et qu'elles ne mettent pas l'accès aux soins, l'accès aux médicaments en danger en faisant couler des filières. Parce que, si vous voulez, je suis très vigilant sur définir un prix de médicaments
qui va être une variable d'ajustement, là encore le rabot de Bercy, qui est une variable d'ajustement facile pour équilibrer un texte budgétaire, un PLFSS. Ça ne veut pas dire que ce prix de médicament, que cette clause de sauvegarde qui vous serait appliquée, puisque c'est ça dont il s'agit, eh bien, a une réalité industrielle derrière. Parce que si derrière, vous n'avez pas un prix qui vous permet d'avoir un bénéfice de ce prix sur l'ensemble de la filière, de la production jusqu'à le conditionnement, jusqu'à la distribution, eh bien, c'est comme ça qu'on fragilise l'industrie du médicament et que ça entraîne de la délocalisation dans des pays à bas coût. On a un petit exemple en ce moment sur des médicaments, pour ne pas le nommer, vous l'avez compris, le Doliprane, qui peut bénéficier d'aides d'État et qui peuvent se retrouver à terme vendus à des fonds de pension ou des fonds d'investissement étrangers. Donc j'ai pris bien le point, mais c'est trop, il y a trop de conflits d'intérêts dans ce petit café de Nil pour que je vous réponde. Je n'en suis pas responsable. Hein. Ah, mais j'entends. Mais moi, je suis responsable de mes propos, donc je prends les précautions d'usage. Yannick, il n'y a aucun problème. Adrien, As sur Dash, vous avez la parole. Oui. Merci beaucoup. Donc moi, je suis jeune médecin généraliste, ancien vice-président d'un syndicat d'interne. Ma question, donc ça fait plusieurs années que je travaille sur le PLFSS, avec plaisir, puisque c'est quand même un texte important. Ma question était sur le rapport chargé produit, pas sur le rapport chargé produit, pardon, sur le rapport de certification de la Cour des comptes. Je m'interroge quand même, puisqu'on parle de trou de la Sécu, et le rapport de la Cour des comptes a quand même mentionné que plus reste que la moitié du trou de la Sécu est lié au fait que le montant des prestations dont la pièce justificative n'est pas accessible, il n'y a pas de pièce justificative qui s'adosse à cette dépense pour la Cour des comptes, et c'est 4 milliards d'euros, plus encore des erreurs résiduelles pour 3 milliards d'euros. C'est ce qui a été, c'est les chiffres, c'est la phrase du rapport. Donc je m'interroge pourquoi finalement on a 4 plus 3 milliards, ça veut dire 7 milliards d'euros, c'est la moitié du déficit et on n'a pas de mesure dans le PLFSS à ce propos. Et je suis un peu inquiet parce que quand on a une telle dépense qui n'est pas contrôlée, on peut s'interroger sur la responsabilité de la direction de la CNAM à ce propos. Alors, c'est une bonne question, c'est une question très technique dont je n'ai pas tout à fait cette vision-là. La Cour des comptes certifie les comptes des différentes branches. 4 des 5 branches ont été certifiées, sauf une. C'est la branche famille qui n'a pas été certifiée. Et la branche famille, puisque, je m'excuse, c'est un puits de complexité. Hein. Vous savez qu'il y a eu une réforme de la loi organique qui fait que dans le PLFSS, avant, nous étudions les budgets des années précédentes. La loi a changé les choses et maintenant, nous avons un PLAX, nous avons un PLFSS, dont vous venez de parler, mais nous avons un PLAX. Il se trouve que ce PLAX, je le mettrai en hémicycle cet après-midi, qui est le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale que nous réalisons à N-1. Hein. Donc là, cet après-midi, nous aurons à nous prononcer sur le PLAX 2023, qui est le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, qui globalement, si on veut traduire tout ça beaucoup plus simplement avant qu'on endorme tout le monde autour de ce café, c'est en gros, c'est les comptes administratifs de 2023. Et ces comptes administratifs 2023, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est là qu'ils nous disent que sur les 5 branches, 4 sont certifiées par la Cour des comptes, sauf une, donc la branche famille, donc les prestations de la CNAF, de la Caisse d'allocation familiale, pour un montant de 5,5 milliards d'euros, ce qui correspond à peu près à 7,4% des prestations. Donc, naturellement, dans les audiences que nous avons faites et dans les auditions que nous avons faites vis-à-vis du directeur de la CNAF, vis-à-vis des services de la CNAF, il y a naturellement, entre guillemets, je ne sais pas si le terme est complètement exact, mais une mise en demeure que toutes les mesures soient prises pour certifier les comptes de la branche famille, ce qui viendrait probablement un peu comme l'imposition qui se fait à la source, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément non plus que de la fraude. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas su répondre correctement
au formulaire. Il y a beaucoup d'erreurs. Il y a des erreurs, il n'y a pas forcément que de l'argent fraudé, il y en a également. Donc, ça serait à la source que les bénéficiaires rempliraient leur dossier. Donc, c'est une mesure d'amélioration qui porte sur 5,5 milliards d'euros et qui, naturellement, le premier euro mal utilisé est un euro de trop. Mais voilà exactement la certification de la Cour des comptes. Je me permets juste, c'est vraiment la CNAM, ça c'est la partie CNAF et je ne suis pas revenu dessus, mais ça c'est vraiment, la Cour des comptes a vraiment spécifiquement pointé le doigt sur la partie CNAM dans son rapport de certification, sur la CNAM et sur vraiment la Caisse nationale d'assurance maladie où il manque des pièces et où ils ne sont pas capables d'évaluer correctement les dépenses. C'était vraiment pas la partie CNAF. Oui, mais attention, au final, les comptes ont été certifiés de la branche maladie. Donc, j'entends ce que vous dites, mais à un moment, moi, je lis les conclusions de la Cour des comptes et sur les 5 branches, je ne suis pas juriste à la Cour des comptes, je suis cardiologue et j'essaye de vous présenter un PLFSS. Moi, si vous voulez, j'ai une branche qui est non certifiée par la Cour des comptes, mais ce que vous dites est probablement vrai et qu'il faut simplifier tout ça. Je pense qu'à l'heure de l'intelligence artificielle et de beaucoup de choses, on pourra recouper bien mieux les choses. C'est d'ailleurs toute la discussion sur les fraudes. Après, j'attire votre attention parce que c'est des amendements que nous déposons systématiquement pour qu'il y ait un meilleur croisement des fichiers, notamment entre mutuelles, entre sécurité sociale et tout ça. Nous avons de gros soucis vis-à-vis de la CNIL qui n'est pas favorable à ce que tout ça soit fongible, pour des questions aussi de marché, d'intérêt économique et voilà, de part de marché et de détournement de ce que nous pensons bon pour contrôler des comptes, qui peut être aussi une façon de pouvoir démarcher et de pouvoir avoir des puits d'informations qui permettraient à certaines assurances privées aussi de choisir leurs patients en fonction de leurs dépenses ou autres. Disons que c'est compliqué. Yannick, on arrive à la fin Ah, pardon. Non, c'est passionnant. Donc, on arrive à la fin de ce Café Nil. On a encore une question de Christophe Philibert à qui je vais passer la parole, mais il y a une question qui me brûle les lèvres, moi, sur 2 choses. On a parlé de pluriannualité. Quand est-ce que cette demande de beaucoup d'acteurs arrivera? Et la deuxième chose, est-ce qu'on pourrait un jour parler de stratégie nationale de santé pour savoir comment, autour de quoi il faut se mobiliser et quelles sont en fin de compte les grandes valeurs? Est-ce que c'est toujours les valeurs de 45 ou est-ce que c'est plus les valeurs de 45? Quel rôle doivent jouer les différents acteurs? Enfin, il y a beaucoup de choses à voir autour de ça, parce que faire des lois budgétaires, c'est bien, mais c'est pas une entreprise qui fait des budgets mais qui n'a pas de vision stratégique, elle va dans le mur. Alors, naturellement, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est bien la grande frustration des députés et du monde médical et lors de toutes ces auditions, c'est-à-dire qu'on auditionne, qu'on voit bien des sujets de pluriannualité, on voit bien des sujets de stratégie. On a par exemple une nomenclature qui aurait besoin d'être rafraîchie. Elle a plus de 50 ans. Bon, je ne reviens pas sur tous ces sujets. N'oublions pas quand même le fondement de notre sécurité sociale. C'était basé sur les besoins. C'est quel que soit le niveau de revenu des gens. C'était le conseil de la résistance de 45 qui montrait que quel que soit le niveau de financement des uns et des autres, c'était le besoin qui était pris en compte. Donc, en fait, si on veut préserver quand même cette grande valeur d'après-guerre de 45, il faudra réformer notre système. Le problème, c'est que là, on a une telle instabilité politique. On revient sur ce que je vous ai dit dès le départ, c'est-à-dire que cette instabilité politique, cette absence de volonté politique de mettre une loi santé et de faire de la pluriannualité, en fait, nous oblige à faire de mal travailler sur des politiques très court-termistes qui nous demandent juste en 2 mois de faire un budget sans aucune stratégie, sans aucune prospective pour juste gérer une année comptable. Donc, moi, le premier, je le regrette et je continuerai de le regretter, quelle que soit la couleur politique du gouvernement. Ce n'est pas la couleur politique du gouvernement qui est importante, c'est le gouvernement. Est-ce qu'il est capable de mettre cette notion de pluriannualité et de mettre cette vision prospective? Moi, j'applaudirais quel que soit le gouvernement qui est capable de mettre cette pluriannualité et cette vision prospective. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, dernière question, Christophe Philibert, si c'est une question rapide. Ça va être une question rapide. Bonjour, Christophe Philibert.
Je ne vais pas poser une question de lobbyiste, même si je travaille pour une société familiale allemande de technologie médicale qui s'appelle Bebron. Non, ma question fait écho. Alors c'est marrant parce que vous pourrez saluer votre directrice générale qui est venue me faire un forcing d'enfer à Cham. Donc, vous pourrez la saluer parce que j'ai dû rentrer dedans, mais alors comme ça, il était quand même marrant quand même, hein, on va dire comme ça, marrant. Je n'y manquerai pas. Voilà. Non, ma question fait écho à la dernière question. Finalement, si le PLFSS n'est pas le bon outil pour faire une réforme structurelle, pas cette année, vous l'avez dit, mais finalement jamais, parce que c'est des mesures paramétriques, sectorielles, très isolées. Non, mais c'est un texte budgétaire. Hein. Moi, à un moment, tout le monde l'oublie. Moi, je le rappelle, ça n'intéresse personne. Mais on est juste dans une mécanique budgétaire. Et vu qu'il n'y a pas de loi en santé, tout le monde, quand je dis bien tout le monde, les ordres, les syndicats, les professionnels, les technos, tout le monde utilise le texte budgétaire qui devrait juste être finalement le texte qui met en œuvre les décisions politiques de santé que nous avons prises en charge, mais vu que nous n'avons pas de loi pluriannuelle, en fait, toutes ces discussions, on fait jouer un rôle à un texte budgétaire, un rôle qui n'est pas le sien, puisque je vous le redis quand même, quand nous déposons des amendements, les amendements se heurtent à l'article 40 de la Constitution, qui est en fait souvent une irrecevabilité, puisque vous savez qu'un amendement n'a pas le droit de créer des charges sur le budget de l'État. Et ça allait être ma question. Finalement, quel serait le bon outil? Parce qu'on a quand même essayé beaucoup de choses. Des états généraux, un conseil de la refondation en santé. Ah, mais ça sert à rien. On n'a pas trouvé la recette encore. Et non, mais attendez, vous confondez la méthode de travail pour concerter les acteurs. C'est très bien la concertation. C'est comme la coordination dans une CPTS. C'est très bien. Jusqu'à ce qu'à un moment, le malade meure. Parce qu'un malade n'a jamais été soigné par de la coordination. C'est très bien de se coordonner. C'est très bien de consulter avec les acteurs parce que on est plus intelligent, le collectif est plus intelligent, on est plus intelligent à plusieurs. Mais ça, à un moment, une fois que vous avez consulté, que vous avez travaillé avec tout le monde, il faut un texte de loi qui va faire une loi pour la santé. Quelle est la santé pour 2030 qu'on veut établir? Et en fonction de ce projet de loi avec des objectifs, des orientations, il faudra voir s'il y a un budget et si ce budget doit être traduit dans un budget du PLFSS. En fait, il faut simplement avoir une loi organique de la santé. Exactement. Comme on a une loi pluriannuelle, par exemple militaire, moi je plaide pour une loi organique de programmation en santé où on parle de santé. Puis après, les questions budgétaires, c'est un autre problème. Hein? C'est comme si vous, par exemple, vous voulez construire une maison, vous avez un budget de 100 000 €, vous pouvez parler pendant des années du projet de votre maison, mais peut-être qu'il faut faire le projet, puis après le faire chiffrer. Puis vous voyez si vous faites ou pas. Alors là, on fait l'inverse. On est tout à fait d'accord. Yannick, je sais que tu as des contraintes horaires qui sont hyper importantes. Comme vous tous, hein, comme vous tous. Mais vraiment, merci de cette intervention. Je crois que tout le monde a salué le côté extrêmement clair, très didactique de la présentation que tu as fait du PLFSS. C'est d'autant plus important que ce sont des textes qui sont d'une complexité extrêmement lourde, que chacun des acteurs n'a pas forcément d'ailleurs la culture. On va dire même la culture générale, mais aussi l'expérience des PLFSS. Nous, ça fait quand même depuis la création de NIL qu'on s'y intéresse, donc ça fait 17 ans. C'est vraiment pas facile à comprendre. Donc vraiment merci encore une fois. Je me permets de lancer une invitation pour demain. Vous savez qu'on a donc le modèle danois qui sera présenté au Café NIL, 8h30, 10h. Et puis, je termine par ces remerciements réitérés auprès de toi pour cette gentillesse et on va dire, cette fougue même que tu mets à expliquer les choses et à faire ensemble. C'est-à-dire que, juste que vous compreniez, moi, il y a 2 ans, je n'étais pas député. Donc, toutes les questions que vous posiez, je me les posais moi-même et je disais, mais enfin, ces politiques, ils comprennent vraiment rien, quoi. C'est pas ça notre sujet. Puis maintenant que je suis passé de l'autre côté, je vois quelles sont les règles du jeu, donc ça permet de mieux aussi expliquer.
parce que sinon, si on n'explique pas à notre communauté médicale, paramédicale, à nos patients, Exactement. en fait, on nous fait travailler dans un exercice qui n'est pas bon. Donc, il faut déjà changer l'exercice et après, on pourra mettre en place les bonnes idées. Mais déjà, là, il y a un problème. Sauf qu'on est dans une telle, on est dans une telle tension budgétaire, 3200 milliards de dettes. Enfin, je pense que le problème, c'est que du coup, on est tellement absorbé par tous ces problèmes financiers qu'il est très difficile de défendre nos sujets. Pensez-vous quand même que l'annuité de la dette va atteindre 80 milliards par an? C'est plus que le budget de l'éducation nationale, c'est je crois 3 fois le budget du ministère de l'Intérieur. Donc, vous comprenez bien qu'on est au bord du précipice quand même. Hein. Voilà, donc nos lois pluriannuelles de santé, je pense que Bercy s'en fiche complètement. Hein. Je dis ça, je dis rien. Merci encore en tout cas. Allez, du courage, Yannick. À bientôt. Et à très, très vite. Alimentez-moi en tout cas toutes vos réflexions de bon sens. Sont importantes pour moi parce que ça nourrit mon travail parlementaire, de voir comment des réflexions du terrain, puisque vous êtes tous des acteurs du terrain, et je n'ai rien contre les lobbyistes, hein, attention, hein, faut que, voilà. Mais disons que je fais attention pour ne pas être pris en défaut, mais toutes ces réflexions du terrain m'alimentent pour voir après comment on peut légiférer pour pouvoir tenir compte de toutes ces remontées. Merci beaucoup, on n'y manquera à bientôt. pas. Et merci. Et merci aussi à Bastien parce qu'il a réussi à nous trouver un créneau où on a pu discuter ensemble. Il faut qu'on prenne soin de Bastien parce que le texte n'est encore pas voté. Il reste encore 6 semaines et il faut que Bastien tienne. Merci Yannick, à bientôt.